Alors bonjour tout le monde, Sébastien Saint-Pierre avec vous dans la quotidienne de la vie agricole. J'espère que vous allez bien. C'est la nouvelle formule qu'on utilise depuis déjà quelques semaines, donc 100% radiophonique, diffusée dans nos 13 radios partenaires au travers le Québec. Monsieur Yannick Patelli avec nous aujourd'hui. Bonjour Yannick, comment ça va? Bonjour Sébastien. Et également Monsieur Simon Bégin avec nous aussi à la co-animation. Salut Sébastien. Pour cette édition. Donc aujourd'hui, notre invité, Madame Paul Robitaille. Bonjour Madame Robitaille. Bonjour, bonjour. Donc on a un sujet qui touche pas mal tout le monde, Yannick, je crois, aujourd'hui. Oui, on est à quelques jours de l'anniversaire, le triste anniversaire de l'invasion de la Russie en Ukraine. Et on a Paul Robitaille avec nous. Paul Robitaille, pour ceux qui ont suivi nos émissions dans les derniers mois, les dernières années, vous la connaissez puisque c'est l'ancienne députée libérale et en fait qui a été également dans son passé, elle va nous en parler, journaliste de terrain de guerre, qui est retournée récemment en Ukraine. C'est aussi pour ça qu'on la reçoit aujourd'hui. On va juste spécifier, si vous entendez aboyer pendant l'émission, c'est normal parce que Paul est venu en compagnie de sa chienne formidable, magnifique, Nina, qui est couchée à côté et que vous ne voudriez pas entendre. Normalement, elle est plutôt sage. Ouais. Bonjour Paul. Oui, salut. Bonjour. Alors, et Simon, merci de participer à l'émission parce qu'on va juste le préciser pour ceux qui ont l'habitude de suivre nos émissions quotidiennes de la vie agricole. Ils vont se dire, on est rendu où? On est rendu à la vie agricole ou à l'Institut. On est un peu partout à la fois aujourd'hui parce que Simon, qui est le porte-parole de l'Institut, qui anime les émissions de l'Institut habituellement, co-anime ces jours-ci avec moi puisque Michel Saint-Pierre a pris quelques vacances. Alors, merci Simon d'être avec nous. Paul, pour revenir à un sujet un peu gravissime, vous étiez en Ukraine récemment. Un peu avant Noël, je crois. Vous avez d'ailleurs fait des topos dans la presse qu'on a pu suivre. Il y a eu des reprises aussi. Il y a eu des topos, des dossiers aussi dans National Post. Je pense qu'il y a eu une très belle couverture de votre travail qui a été fait en Ukraine. Peut-être avant de venir sur ce que vous avez vécu en Ukraine et sur certains témoignages qu'on a pu relire dans la presse, vous étiez allé avant comme journaliste en Ukraine. Qu'est-ce qui a changé en fait entre le moment où vous étiez allé comme journaliste et qu'est-ce que vous avez retrouvé en fait en arrivant? Vous voulez dire la première fois que je suis allé en Ukraine dans les années 90? Oui. Oui, ça fait un petit bout. En fait, c'est le monde à l'envers parce que quand j'étais là en 91, moi je suis arrivée en Russie, c'était l'Union soviétique pour ceux qui étaient nés à cette époque-là, l'Union soviétique, grand empire, et j'ai assisté, je suis arrivée là en 90 à Moscou et là-bas, j'ai été témoin de l'écroulement de l'Union soviétique. Et l'écroulement de l'Union soviétique, ça veut dire que chacune des républiques devenait indépendante. Alors, nécessairement, je suis allée en Ukraine pour couvrir, il y a eu l'écroulement, ensuite il y a eu des manifestations, puis il y a eu un référendum, et puis il y a eu l'indépendance formelle. Alors moi, je suis allée là en septembre, j'étais allée en 90, mais je suis retournée à l'automne 91, quand tout était en train de... Il y avait une ébullition incroyable, il y avait plein d'espoir, il y avait un référendum les gens avaient voté à 97% pour l'indépendance, hein, ça parlait vraiment très fort. Et finalement, ils sont devenus indépendants. Donc, il y avait plein d'espoir à cette époque-là. C'était un pays en construction, en fait. Oui, puis là, on se disait, on voyait une démocratie là-bas qui allait s'installer avec toutes les institutions démocratiques, les cours, quelque chose où il y avait une certaine justice. Et bien finalement, c'était pas aussi facile qu'on pensait. Il y a eu une grave crise économique dans les années 90 qui a fait très très mal. Et puis là aussi, je suis allée régulièrement jusqu'en 96. Et là, quand je suis retournée au printemps, puis je suis retournée là cet automne, c'est tout est... Rien n'est acquis, là. Rien n'est acquis. Il y avait une bonne lancée. Il se démocratisait. Il avait passé à travers des choses très difficiles. Et puis, il s'en allait rejoindre l'Europe. En fait, c'est un pays de plus en plus européen. Kiev, c'est l'Europe. Puis les jeunes vont facilement... Tout le monde peut aller facilement en Europe. On n'a pas besoin de visa. Mais là, avec les Russes, avec l'invasion russe, tout change et c'est l'inquiétude partout. Et les gens que vous avez vus sur place dans ce voyage en décembre, comment ils réagissent quand ils se rendent compte que finalement, on parle de l'invasion russe qui a eu lieu il y a 1 an, mais en fait, on sait aussi que les Russes sont intervenus en Crimée en 2014, avec finalement personne n'a réellement bougé, ni l'Europe, ni l'OTAN. Est-ce qu'ils le vivent comment? Est-ce qu'ils en parlent de ça? Ou... Oui, puis en 2014, il y a eu... les Russes ont pris la Crimée, mais
ça, c'est suite à des troubles à Kiev où là, le président de l'époque, Yanukovych, est parti. Là, les nationalistes, en tout cas les anti-Yanukovych, anti-Moscou, ont pris le pouvoir. Et puis là, il y a eu la guerre du Donbass. Alors, les Ukrainiens vont vous dire, nous autres, on était en guerre depuis 2014 avec la Russie. Mais on pensait jamais qu'il allait avoir une offensive comme celle-là, gigantesque, où là, les chars d'assaut sont rentrés. C'est une guerre conventionnelle comme la Deuxième Guerre mondiale. Ils s'attendaient pas à ça, mais ils vous diraient... On l'a dit au monde, à partir de 2014, on a dit qu'on allait avoir que la Russie vraiment jouait un jeu inacceptable, puis vous avez rien fait. Ils ont crié au loup, mais on ne l'a pas entendu. En fait. C'est ça. J'ai plein de questions, mais je vois Simon dans son regard qui a aussi beaucoup de questions. Oui, moi je regarde ça, je suis ça, mais la question que je me pose, qu'est-ce que les Russes, qu'est-ce que Poutine et son entourage, qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris avant de se lancer dans cette aventure? L'Ukraine de 2014 puis l'Ukraine de 2022, c'était plus la même Ukraine. Et ça, ils n'ont pas vu que ce pays-là, pendant l'intervalle, s'était amélioré, s'était mieux armé. Ils n'ont pas compris. Ben, c'est sûr que les Russes avaient énormément d'informateurs en Ukraine avant l'invasion. Il y avait toutes sortes de signes. Et la lecture mais en bout de ligne, les politiques, pas les militaires, mais les politiques ont fait une mauvaise lecture. Avant l'invasion, peut-être, ils sont certainement basés sur ces éléments-là. Zelensky, qui est président de l'Ukraine, avait 30% d'approbation dans les sondages. 30% seulement avant la guerre. Mm-hmm. Et il y avait beaucoup de problèmes en Ukraine, mais ce que Poutine n'a pas compris, c'est que les Ukrainiens veulent pas d'un monde répressif ou veulent pas d'un monde comme celui de la Russie. Ils veulent une ouverture sur l'Europe. Ils veulent être européens. Ils veulent une démocratie. Alors, ce qu'il n'a pas voulu voir, mais qui était dans les sondages, c'était que les Ukrainiens, ils voulaient l'Europe. Ils voulaient pas la Russie. Et il y a eu beaucoup de... Et autour de Poutine, on pensait vraiment qu'on allait rentrer en Ukraine puis que tout le monde allait être content. Mais c'est pas... ou que la grande majorité allait être content. C'est pas du tout ce qui est arrivé. Donc, grave erreur. Il y a eu des graves erreurs. Et ils ont caché aussi... L'entourage de Poutine a caché aux généraux de l'armée russe, à plusieurs généraux de l'armée russe, aux officiers, cette invasion-là. Ils gardaient ça secret jusqu'à la fin, mais les Occidentaux avaient eu l'information, mais les généraux russes n'avaient pas le cue de leur gouvernement, donc et jusqu'à la fin, ils voulaient garder un semblant de secret et ils étaient désorganisés. Puis quand ils ont lancé ça, c'était tout désorganisé. Donc, ils ont raté la... C'est encore désorganisé, mais là, on s'en va où, le rendu là? Parce que les Russes continuent leur offensive, ils continuent à essayer de venir chercher l'Ukraine. Donc, on s'en va où, malgré toute la désorganisation russe de cette guerre-là? C'est ça. Ben, on l'a vu au début, là, c'était une immense désorganisation. Ils n'étaient même pas capables d'amener l'essence aux chars d'assaut. Les chars d'assaut n'avaient même pas les pièces qu'il fallait. Ils se sont embourbés, ils sont tombés en panne. Cauchemar logistique. Mais ils ont quand même appris de leurs erreurs. Mais il y a tellement de fractures, il y a tellement de problèmes à l'intérieur de l'armée russe. La corruption est tellement endémique. Et après un an, il y a beaucoup de gens qui ont été tués aussi, beaucoup d'officiers là, entre le général puis le fantassin sur le terrain. Là, il y a des commandants, bien, beaucoup sont morts. Donc, oui, c'est extrêmement difficile de gérer ça. Il y a énormément encore de désorganisation, mais la stratégie qu'ils ont adoptée, puis vous en avez peut-être entendu parler là, un peu partout dans les médias, c'est vraiment une stratégie de Deuxième Guerre mondiale où là, on a mobilisé 300 000 personnes, on envoie le plus de monde qu'on peut au front, et puis c'est ça, c'est des vagues humaines constamment qui usent l'armée ukrainienne. Puis quand on parle aux soldats ukrainiens sur le terrain, ben c'est ce qu'ils nous disent. Ceux qui survivent nous disent, ben on tire, puis là, c'est un champ de cadavres.
Et là, il y en a d'autres qui reviennent. Puis là, on tire, tombe. Il y en a d'autres qui reviennent. Et c'est constamment comme ça. Et c'est ce qu'on voit plus une offensive, peut-être par la Biélorussie qui pourrait venir au mois de mars. Est-ce que c'est encore dans les cartes de la Russie, ça? Ce que je lis, puis ce que j'entends, c'est que ça serait pas une grande offensive comme ça, classique, conventionnelle, parce que justement, il y a beaucoup de commandants qui sont morts, ils sont pas efficaces, ils sont tellement désorganisés qu'ils peuvent pas se coordonner sur un front de plusieurs centaines de kilomètres. Donc, ce qu'on s'attend, ça serait une offensive, mais beaucoup plus ciblée. Et il y a un truc, les gens s'imaginent pas, là. Nous autres, on pense l'armée canadienne, c'est l'armée qui se bat, mais c'est pas ça, là, en Russie. C'est pas ça en Ukraine. Il y a l'armée russe, mais là, il y a 3, 4, 5 milices qui se battent avec eux. Alors, essayez de coordonner tout ça, puis il y a des têtes fortes là-dedans, il y a le chef... il y a le président tchétchène qui a sa milice. Il y a un gars qui s'appelle Prigojine qui a sa milice aussi. Puis c'est lui qui a pris Soledar. Puis lui, il a enrôlé des prisonniers. Alors, il a dit, écoutez, les gars, venez vous battre avec moi. Puis après 3 mois, ben, vous serez libre. Puis je vous donne un gros salaire. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont dit, OK, c'est correct, on va faire ça. Mais là, il n'y a plus beaucoup de prisonniers qui veulent y aller parce que 80% des gens qui sont allés se battre avec lui, de ces prisonniers-là, 80% sont morts. Et il y en a juste 20% qui ont survécu ça. Moi, c'est le mystère de la société russe. Lors de la guerre d'Afghanistan, on avait dit que les mères des soldats tués avaient quasiment fait tomber le gouvernement parce qu'il y avait une émotion, une révolte quasiment de la population. Là, le renseignement britannique parle de 200 000 morts ou blessés ou disparus. Ça fait un gros paquet de cercueils, ça qui retourne en Russie. Comment se fait-il que la société russe demeure aussi silencieuse, aussi terrorisée par le régime de Poutine après 200 000 victimes? Oui, c'est compliqué. Puis il y a un mélange de propagande, de peur, de fatalisme devant ça, mais en effet, imaginez en Afghanistan, en 10 ans, c'était 15 000 hommes qui seraient morts en Afghanistan. Maintenant, on est rendu à près de 200 000. Et puis, juste le mois de janvier, il y a des chiffres qui sont sortis. Ils sont pas validés, mais ils auraient perdu presque 20 000 personnes en janvier seulement. Alors oui, c'est vrai, les cercueils qui retournent, et puis ultimement, est-ce que ces mères-là vont pas avoir l'écoute l'écoute de la population en général, et puis il y a des élections dans 1 an et demi. C'est vrai que c'est une quasi-dictature, mais il y a quand même des élections. Et moi, je pense qu'à un moment donné, ben, j'espère peut-être que c'est... je pense que il y a des élections, mais le principal opposant, Navalny, est en prison. Ouais, c'est sûr que ça aide pas beaucoup dans les élections. Mais il y aura des discussions, peut-être peut-être faibles, mais quand même. Mais les sociétés sont difficiles à prévoir, hein? Et ça dépend de la situation économique aussi. Mais on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur de la Russie. Non. Ce qu'on entend, c'est que beaucoup de gens l'appuient, mais en même temps, avec ces cercueils-là qui reviennent, beaucoup se posent des questions aussi, et beaucoup veulent pas parler parce qu'ils ont peur. On mentionne le mot guerre, c'est 15 ans de prison, on risque 15 ans de prison. Alors... ils sont comme... ils ont les mains liées, mais jusqu'à quand ça va? Et au sommet, il y a toutes sortes de choses qui se jouent aussi, puis on le sait pas, il y a beaucoup de rivalité entre le grand général Gerasimov puis Prigojine, qui est un chef de milice, un ami de Poutine, puis Kadyrov, qui lui est le chef des Tchétchènes. Donc, il y a beaucoup de tensions au sommet aussi. Donc, qu'est-ce que ça va faire à long terme? Puis cette offensive-là, si elle rate, ça va faire mal encore, là. Madame Robitaille, on s'arrête quelques secondes, on fait une pause, puis c'est intéressant, puis je pense qu'on peut continuer, puis on peut continuer, puis on peut continuer. On prend une petite minute de pause, on revient à la quotidienne de la vie agricole.
Chez Belle-Île, on met en valeur les ressources de la ferme pour soigner les animaux d'élevage. On appelle cela l'autonomie alimentaire à la ferme. Nourrir l'autosuffisance. Voilà comment nos conseillers vous aident chaque jour. Belle-Île Solutions Nutrition. On nourrit ce que vous mangez. L'encanteur René Hood peut vous aider grandement à obtenir le juste prix, que ce soit pour un troupeau de vaches laitières et ou pour la marchandise de ferme à vendre. Le travail d'une vie vaut la peine d'être confié à une équipe de professionnels. L'encanteur René Hood et son équipe de professionnels pour obtenir le bon prix dans un encan. Visitez encanhood.com. La vie agricole, ce n'est plus seulement un journal et ses 100 000 lecteurs. Découvrez aussi nos plateformes web sur www.lvatv.ca et écoutez nos podcasts dans 13 radios FM à travers le Québec et l'Ontario francophone. Une portée de plus de 1,5 million d'auditeurs. La vie agricole, par son émission La Quotidienne, se répand partout en région pour parler des vrais enjeux du Québec. De retour en studio de la vie agricole, Sébastien Saint-Pierre, Yannick Patelli, Simon Bégin et notre invité, Mme Paul Robitaille, avec nous aujourd'hui. Un sujet, je crois, qui touche tout le monde, la guerre en Ukraine. Donc, même pendant la pause, on continue d'en discuter ensemble, puis on apprend des choses et des choses et des choses. Yannick, toi, de ton côté, même tout ce que tu vois passer là, sur les réseaux, c'est hallucinant. Là. Une dame qui brandit une pancarte, arrêter la guerre, et qui, au final, se fait renier par sa famille, se fait renier par tout le monde. Là. Oui, ben la fameuse journaliste, j'ai oublié le nom, mais la fameuse journaliste blonde que tout le monde a vue il y a quelques mois, qui était rentrée dans un bulletin de nouvelles pour dire il faut arrêter la guerre, qui finalement a dû s'expatrier et réfugier à Paris actuellement, et qui est reniée par sa famille. Mais des personnages, en fait, en Ukraine, parce que j'aimerais ça qu'on parle un petit peu d'agriculture ukrainienne aussi vers la fin, bien qu'on va te recevoir à nouveau, donc on va certainement évoquer ça aussi dans d'autres émissions par la suite s'il faut. Mais moi, dans des reportages que tu as fait pour la presse, entre autres, j'en ai relu quelques-uns ces jours-ci, puis il y en a deux qui m'ont entre autres perturbé. Tatiana, en fait, je pense de Tania Babouchka, en fait. La Babouchka Tania, la grand-mère Tania. Ouais. La grand-mère Tania et le soldat, en fait, Ilb, je pense, c'est ça, le soldat, en fait, qui a été éborgné. J'aimerais ça que, quand tu rencontres ces gens-là, en fait, d'abord, qu'est-ce qu'ils te disent? Parce que moi, quand je lis ces articles, c'est ça, quand je t'avais écrit, on dit que tu étais en Ukraine, je t'avais dit, c'est tellement incroyable parce qu'on vit avec toi au quotidien, c'est la force de tes articles, d'ailleurs, de vivre, on vit avec toi au quotidien ce qu'ils vivent. Mais je me dis comment ces gens-là gardent cette force de caractère. Je pense notamment au jeune soldat là, qui avait sous ses ordres, il a quoi, 22 ans, je crois, sous ses ordres, des gamins de 17-19 ans, qui se fait exploser, qui était borgné, puis après il dit moi je cours 10 km, puis tu dis ils vivent comment? Ils sont une détermination c'est une détermination de fou. Ils sont convaincus qu'ils vont gagner et ils veulent, et c'est comme la résultante de siècles d'histoire où la Russie a essayé d'annihiler leur culture, puis là ils se disent cette fois-ci non, ça marchera pas comme ça. Il n'y a pas si longtemps, là, dans les années 30, les agriculteurs ukrainiens qui voulaient vivre comme des agriculteurs puis qui refusaient la collectivisation des terres, là, quand ils ont nationalisé les terres, se sont fait tuer et ça a été... la famine des années 30, ça a été affreux. Il y a des millions et des millions d'agriculteurs, de gens qui sont morts, là. Et ça fait pas si longtemps que ça. Ensuite, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale. Ensuite, il y a eu d'autres horreurs, mais les Ukrainiens se disent non, pas cette fois-ci, puis on va aller jusqu'au bout. Alors, c'est ça, c'est une détermination. Jusqu'au bout, mais en même temps, puis on le voit dans plusieurs reportages aussi, puis tu en as parlé aussi dans un reportage où tu allais, je pense, dans une brasserie ou dans un café où il y avait c'était marqué interdit aux Russes. Mais en même temps, les Ukrainiens et les Russes vivent sur le même territoire en Ukraine. Il y a des Russes qui vivent en Ukraine. Comment ça va se passer, la transition de tout ça? En fait? C'est vraiment intéressant parce que... est-ce qu'il y aura des mouvements de population à la fin, comme on a vu durant la Deuxième Guerre mondiale, aux frontières de la Pologne et de l'Allemagne, Tchécoslovaquie, les Sudètes, tout ça?
Ben, faudra voir quand ça sera fini. On va espérer que ça finisse bientôt. Mais c'est vrai, toute la question de la langue... Ça finisse bientôt? Parce que tu as écrit ça aussi en décembre. C'est peut-être un peu naïf, mais tu as dit je rêve à la paix. Mais c'était un moment de Noël. C'est ça, c'était Noël. Je rêve à la paix. Bon. Mais on voit ce qui se passe depuis Noël. Ça pourrait être long. C'est sûr que ça pourrait être long, mais des fois, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Tout peut nous surprendre aussi, parce que tout était aléatoire en ce moment. Mais on dit que ça peut être long, et moi j'ai une question, parce qu'on le sait, on parle depuis tantôt de la Deuxième Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale devient effectivement réellement mondiale de mémoire aux alentours de 1941. Donc, si ça a commencé en 1939 à 41, c'est 2 ans. Présentement, oui, il y a des voies aériennes fermées aux Russes, puis on pense même plus proche que nous. Hein, les Québécois aiment bien aller se faire bronzer la couenne à Cuba l'hiver. Présentement, Cuba a de la misère à avoir des vivres. Pourquoi? Parce que tous les espaces aériens entre la Russie et Cuba sont quasiment fermés pour pas que les Russes rentrent. Bref, à quel moment où le monde va peut-être décider de rentrer en guerre? Parce qu'on ne veut pas que le monde rentre en guerre. Oui, le Canada fournit de l'armement, il y a d'autres pays qui fournissent des trucs, mais on ne veut pas que le monde, en tout et partout, rentre en guerre. Et à quel moment où tout ça peut venir dangereux? Ben, on l'est déjà en guerre d'une certaine façon. Puis c'est les Ukrainiens qui se battent pour nous. Parce que bon, on leur donne énormément d'armes, on leur donne énormément d'argent. Pourquoi? Pour essayer justement de mettre un terme pour pas perdre la guerre finalement. Parce que s'ils perdent, ben l'instabilité partout autour. On déplace le curseur vers la Pologne, on déplace le curseur. Oui, exactement. Et si Poutine gagne, il va être gonflé à bloc. Puis ce que la Russie de Vladimir Poutine veut, c'est de redevenir l'empire qu'il était durant l'Union soviétique. Durant ce voyage-là, je ne suis pas allée seulement en Ukraine, mais je suis allée aussi dans un pays qui s'appelle la Géorgie, au Caucase, qui est un magnifique pays. Pays de vin. Pays de vin. Le pays du vin orange. Oui, ben là, eux, ils sont sur la frontière avec les Russes, puis les Lettons aussi. On a des Canadiens, on a 1000 Canadiens qui sont basés en Lettonie, et les Lettons sont sur la frontière avec les Russes. Et ce qu'ils me disent, ces gens-là, dans les deux républiques, c'est que si les Ukrainiens perdent cette guerre-là, ils sont les prochains. La Moldavie aussi, une petite république en bas de l'Ukraine, est la prochaine. Et alors, c'est pour ça qu'ils disent, cette guerre-là, c'est notre guerre aussi. Alors, il faut les aider parce que sinon, l'instabilité, l'ordre mondial va tout être chamboulé. Et c'est dans ce sens-là qu'on est d'une certaine façon, parce qu'on est engagé, parce qu'on a donné des armes et tout ça, ben on est pas mal. Et de l'autre côté, c'est-tu osé de dire que le Canada, le Grand Nord canadien et le nord de la Russie, c'est très vrai. Proche. Je parlais tout à l'heure de Cuba, c'est très drôle à dire, mais si les Russes peuvent s'en aller à Cuba, la Floride, c'est très proche aussi. C'est-tu quelque chose qui pourrait être pensé à un moment donné, là, tu sais? Mais c'est sûr qu'on a une frontière avec les Russes, puis il ne faut pas l'oublier. Totalement. Et dans le Grand Nord, il y a toutes sortes de choses, là. Il y a du gaz, il y a des minerais, il y a plein d'affaires. Et ça fait des années que les Russes le regardent aussi. Aussi. Là. Et il y a quand même du mouvement là-bas. Mais en ce moment, ils sont très occupés en Ukraine, donc c'est pas une priorité pour eux. Mais c'est là quand même. Et si on règle pas le problème, si on règle pas si on met pas des limites au gouvernement de Vladimir Poutine, ben on va toujours être pris avec ça parce qu'il va toujours avoir l'impression qu'il peut aller plus loin. Et ça peut être le Canada, ça peut être la Pologne, ça peut être la Géorgie, et là, à un moment donné, est-ce qu'on sera pas à un moment donné dans une situation où on enverra des hommes sur le terrain, de comme tu dis. De toute façon, s'il touche à la Pologne, il touche à l'OTAN. Donc là, on change le jeu. C'est l'article 5 du traité nord-atlantique qui s'applique. Puis là, oui, c'est un autre jeu, c'est encore plus grave. Dans ton passage, Simon, tu as peut-être aussi des questions par rapport à l'Ukraine encore, mais peut-être juste une question sur l'agriculture aussi, parce que je sais que dans ton passage, en fait, tu allais aussi, tu rencontrais des gens qui vivaient la guerre, mais tu essayais de comprendre aussi comment ça se passe, le quotidien, ne serait-ce que se nourrir, l'agriculture. Alors nous, on entend parler de l'Ukraine comme étant les intrants russes, les intrants ukrainiens, les grandes cultures qui existent, hein, on a vu des images, ça existe, ça fonctionne, même il y a même des champs qui roulent encore avec des tracteurs, les moissonneuses-batteuses, en fait, il y a une
il y a encore une grande culture qui existe en Ukraine, même s'ils exportent moins. Mais tu as rencontré aussi d'autres types d'agriculture, en fait. Oui. Ben, il y a l'agriculture, puis il y a les agriculteurs, et puis historiquement, l'Ukraine est un pays d'agriculteurs. Et c'est un peu comme ça aussi en Russie, mais beaucoup en Ukraine. Il y a chaque famille qui a un petit lopin de terre à la campagne, cultive ce lopin de terre-là. Et souvent, les grands-parents habitent toujours le village et s'occupent de cultiver le jardin. Et à chaque printemps, ils plantent. À chaque été, chaque automne, ils récoltent. Et ils ont souvent, une famille va avoir une vache ou va avoir des poules, ils sont autosuffisants. Ce qui, quand je suis allée au mois de mai, je parlais à une dame dans un de ces petits villages-là où les Russes, que les Russes avaient occupé pendant des semaines. Puis je demande à cette dame-là, j'ai dit, est-ce que vous avez eu faim durant la guerre? Est-ce que vous avez eu des problèmes? Puis là, elle m'a dit, non, on était complètement autosuffisants. Pourquoi? Parce que elle avait fait toutes ses conserves à l'automne, mais elle n'avait pas pensé à la guerre, là, mais elle avait déjà fait toutes ses conserves avec ses légumes, avec ses fruits. Elle avait une vache qui produisait du lait. Puis les voisins avaient des poules puis des œufs. Alors, il y avait des échanges comme ça. Puis il y avait de la viande. Et c'est très vivant, ça. Et quand j'étais à Kiev en décembre dernier, je suis allée à côté d'où j'habitais. J'habitais chez une dame qui est une de mes amies. Et il y avait un grand marché. On est en guerre, là. C'est sûr qu'à Kiev, le front est loin. Il est peut-être à 800 km. Mais quand même, il y a des missiles qui tombent sur Kiev, parce que vous l'avez vu à la télévision, là, les infrastructures sont ciblées, puis des fois, ça tombe à côté, puis il y a du monde qui... Mais le samedi matin, il y avait le grand marché avec les poulets de la ferme, les poissons dans des gros aquariums, puis c'était des privés, ça. C'est ce qui démontre que même pendant les guerres, moi je me rappelle, j'ai un ami en fait qui avait vécu la guerre du Liban et qui racontait que pendant le Liban, le commerce a marché, les marchés... En fait, pendant la guerre, on oublie souvent que pendant la guerre, il y a une vie pendant la guerre. Ouais. L'agriculture, comme ça... oui, effectivement, il y a des petits producteurs, l'autosuffisance, mais aussi, en Ukraine, je crois, des grandes entreprises qui produisent des tonnes et des tonnes et des tonnes de céréales qui servent beaucoup à alimenter le monde. Ça, ce canal-là a été menacé et il a été rétabli de peine et de misère. Mais on a eu un intervenant avec M. Hervé, le spécialiste de l'Ukraine, qui nous a tracé un portrait de l'après-guerre et où on nous annonçait que l'Ukraine, compte tenu de cette réalité-là, de ses difficultés de sortir son grain, se tournerait vers l'éthanol, vers la production d'huile végétale pour faire de l'essence. Je pense que ça serait quand même, on pourrait en reparler, le temps achève, mais il y a quand même une menace sur les réseaux d'alimentation mondiale causée par la guerre, même après la guerre. Ces grands canaux-là d'approvisionnement risquent d'être perturbés. Oui, on n'imagine pas les conséquences après la guerre, sur tous les fronts. Paul, je pense que c'est tout le temps qu'il nous reste pour aujourd'hui. Merci beaucoup de ta participation. Merci. De grand plaisir. Ouais.